Donc, c'est parti. OK, donc là, on disait que nous avions déjà vu le brunissement enzymatique, la première réaction qui concerne surtout les végétaux, les fruits et légumes, et ceci n'a lieu que suite à un traumatisme de ces produits végétaux. Maintenant, cette réaction aboutit à un changement de couleur, donc ça passe de la coloration naturelle du fruit vers une coloration brune ou noire. Maintenant, la réaction qui permet d'avoir ce changement de couleur, c'est cette réaction que nous avons détaillée ici, parce que dans les végétaux, on a des polyphénols et des polyphénols oxydases. Donc, les polyphénols que nous allons abréger comme suit, PP, et les polyphénols oxydases, PPO. Suite à un traumatisme, ce substrat et cet enzyme vont pouvoir réagir en présence d'oxygène pour donner des quinones, et ces quinones vont à leur tour donner des mélanines. Et ce sont ces mélanines qui sont responsables de la coloration brune ou noire. Voilà. Maintenant, comment faire pour prévenir cette réaction? Nous pouvons agir à 3 niveaux. Au niveau des polyphénols oxydases, ou au niveau de l'oxygène, ou au niveau des quinones. Donc, on peut agir à 3 niveaux. Si on s'intéresse au PPO, donc au polyphénol oxydase. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, vous pouviez enregistrer le cours. Oui, c'est en train d'être enregistré. Vous êtes en train de... Ah, ok. Les polyphénols oxydases. Les polyphénols oxydases peuvent être inhibés en utilisant un traitement thermique qu'on appelle le blanchiment. Donc, le blanchiment, c'est un traitement thermique de courte durée entre 70 et 90 degrés Celsius. Et pendant un temps assez court, disons 1 à 5 minutes. 1 à 5 minutes. Et ce qui nous permet d'avoir une inhibition des polyphénols oxydases. Donc, ça, c'est une première méthode qu'on peut utiliser pour inhiber les polyphénols oxydases. Donc, on peut plonger les fruits ou les légumes tranchés dans une eau très chaude pour permettre d'avoir un blanchiment. Il y a des gens aussi qui utilisent de la vapeur. Donc, on peut utiliser soit de l'eau bouillante ou de la vapeur. Eau bouillante ou vapeur d'eau. Vous savez que la vapeur d'eau est très chaude et peut aller va à des températures supérieures à 100 degrés. Donc, à part le blanchiment, donc concernant toujours l'inhibition des PPO, à part le blanchiment, on peut aussi avoir l'acidification. Donc, l'acidification aussi peut nous permettre d'inhiber les polyphénols oxydases. Et pour faire de l'acidification, on peut ajouter un acide comme l'acide citrique. Donc, acidification par ajout citrique ou vinaigre. Vinaigre, c'est l'acide acétique. Voilà. Je prends un fruit que je tranche, j'arrose de citron. Donc là, ça me permet d'acidifier et d'avoir une inhibition des polyphénols oxydases. Voilà. Donc là, c'est l'acidification. Toujours, pour l'inhibition des polyphénols oxydases, on peut aussi avoir l'ajout d'additifs. L'ajout additif. Donc, il y a certains additifs qui peuvent aussi inhiber les polyphénols oxydases. On peut en citer rapidement quelques. On peut aussi avoir, par exemple, le NaCl, le CaCl2. On a aussi les sulfites, l'acide benzoïque, les sulfites, disons sulfites, voilà, etc. Donc, ce sont des additifs qui peuvent nous permettre d'inhiber les polyphénols oxydases. Donc, à part ces polyphénols oxydases, on peut aussi agir sur l'oxygène, le O2. Donc, avec l'oxygène aussi, on peut agir en faisant ce qu'on appelle de l'enrobage. Donc, l'enrobage, c'est-à-dire qu'on va couvrir le fruit coupé de film pour éviter la présence d'oxygène.
donc d'une barrière protectrice. Nous avons aussi l'immersion. Donc, on peut immerger les produits dans l'eau. On fait beaucoup ça quand on tranche, par exemple, les fruits, les légumes surtout, on les plonge dans l'eau. Cette technique, c'est l'immersion. Ça permet d'éviter le contact entre le produit. Nous avons aussi le conditionnement sous vide. Le conditionnement sous vide. Le conditionnement sous vide aussi, c'est une technique qui permet d'éliminer l'air qui est dans le produit. En éliminant l'air, donc on élimine l'oxygène. En aspirant, par aspiration, qui permet aussi d'éliminer l'oxygène. Il y a une autre méthode aussi qui permet d'éliminer l'oxygène, à part l'aspiration, c'est tout simplement l'injection d'azote. Vous savez, quand on injecte de l'azote dans un sachet, l'oxygène part, et l'azote reste, et puis on ferme. Et avec la présence de cet azote et l'absence d'oxygène, ceci nous permet d'éviter aussi ce brunissement enzymatique. Donc voilà, concernant l'oxygène, donc il y a l'immersion, il y a l'enrobage, il y a aussi le conditionnement sous vide, donc pour l'élimination de l'oxygène par aspiration ou par injection d'azote. Donc il nous reste un dernier élément, c'est les quinones. Les quinones aussi qu'on peut piéger. Cette technique, on l'appelle piégeage des quinones. Voilà, piégeage des quinones. Les quinones aussi, on peut les piéger pour éviter que ces quinones puissent se transformer en mélanine. Ces quinones peuvent, au lieu de se transformer en mélanine, peuvent être transformées en d'autres substances, en polyphénol directement. Les quinones donc peuvent être transformées en quinones. Et on peut utiliser par exemple, quel additif? Je vais prendre l'acide ascorbique que vous connaissez bien. Donc, piégeage des quinones par exemple, acide ascorbique. Donc, qu'on peut aussi appeler vitamine C. Voilà. Monsieur. Oui? Oui, vous avez dit la caramélisation doit se faire en absence de. Oui? J'aimerais savoir comment on le fait. Pardon? Pardon? J'aimerais savoir comment on fait la réaction de caramélisation en absence d'azote. Je vais venir tout à l'heure. Je vais y venir tout à l'heure avec la réaction de caramélisation. D'accord? On est juste actuellement avec la réaction de Maillard. D'accord? Depuis plutôt la réaction de brunissement enzymatique. Donc, on va y venir. Donc là, ce sont les trois aspects. Donc, nous avons le blanchiment, l'acidification et enfin l'oxygène. Donc, la limitation, voilà, limitation de la pression partielle d'oxygène. Donc, ce sont ces trois techniques que je vais mettre en rouge ou en vert plutôt. On a le blanchiment. Nous avons l'acidification. Non, pour les polyphénols, non, excusez-moi. Pour les polyphénols oxydases, on a le blanchiment, l'acidification et l'ajout d'additifs. Maintenant, pour l'oxygène, donc on peut utiliser la limitation de la pression partielle d'oxygène. Donc, avec ces techniques, donc pour l'oxygène, on peut faire de l'enrobage, l'immersion ou le conditionnement sous vide. Et pour les quinones, on peut utiliser des additifs pour faire ce qu'on appelle le piégeage des quinones. Donc, on peut utiliser l'acide ascorbique, il y a aussi les thiols, n'est-ce pas, les cystéines qu'on peut utiliser pour faire le piégeage des quinones. Donc, piégeage des quinones par l'acide ascorbique, les thiols, les bisulfites. Voilà. Maintenant, après le brunissement enzymatique,
Nous avons aussi les brunissements non enzymatiques. Et dans les brunissements non enzymatiques, les brunissements non enzymatiques qu'on appelle BNE, donc nous avons dans les brunissements non enzymatiques, quelles sont les réactions que nous avons dans les brunissements non enzymatiques? Nous avons d'abord la réaction de Maillard. Voilà, donc la réaction de Maillard, c'est une réaction qui se passe, qui est accélérée. Donc, c'est une réaction qui est accélérée par la chaleur. D'accord? Donc, c'est une réaction qu'on peut trouver aussi chez les fruits comme chez les légumes. Donc, en tout cas, pour avoir cette réaction, il faut donc présence de sucre réducteur. Il faut la présence de sucre réducteur plus quoi? Plus un composé azoté. Ce composé azoté, ça peut être des acides aminés, par exemple. Acides aminés, des protéines, voilà, etc. Maintenant, ces deux éléments, sucre réducteur et acides aminés, vont se condenser pour donner, suite à la réaction de Maillard, donc le composé final, pour donner un composé final, qu'on appelle mélanoïdine. Mélanoïdine, donc qui est le composé final de la réaction de Maillard. Mélanoïdine, et c'est cette molécule qui est responsable de la coloration brune ou noire, mais aussi des différents changements que nous observons suite à la cuisson d'un produit, de la viande, des frites, etc. On voit que c'est des réactions qui se passent à de hautes températures. Maintenant, il y a certains paramètres qui nous permettent d'accélérer ou de ralentir la réaction de Maillard. D'accord? Par exemple, l'acidification. Donc, l'acidification peut ralentir la réaction de Maillard. Par exemple, l'acidification. Donc, je vais mettre facteur ralentissant. Et facteur ralentissant la réaction de Maillard. Voilà, nous avons l'acidification. En fait, quand le pH est faible, la réaction de Maillard, la vitesse de la réaction de Maillard diminue. Donc, la vitesse de la réaction de Maillard va diminuer à des pH faibles. Si vous avez un aliment, en ajoutant du citron sur l'aliment, quand vous faites des grillades de poulet, le fait d'ajouter du citron va tout simplement aboutir au ralentissement de la réaction de Maillard. C'est bon? Donc, à part l'acidification, nous avons aussi l'humidité du produit. Parce que si l'humidité est trop faible, si l'humidité est inférieure à 30%, donc là, nous avons un ralentissement de la réaction de Maillard. Si l'humidité aussi dépasse 70%, nous avons aussi un ralentissement de la réaction de Maillard. Donc, la réaction de Maillard est optimale quand l'humidité est comprise entre 30 et 70%. Maintenant, après, la réaction de Maillard continue, mais avec une vitesse ralentie. Donc, à part l'acidification, il y a aussi l'humidité. L'humidité aussi qui pourrait réduire cette réaction de Maillard. Donc, nous avons aussi, bien évidemment, la chaleur. Nous avons aussi la température, donc une augmentation de la température. Quand la température diminue, nous avons aussi une baisse de la réaction de Maillard. Quand la température diminue, nous avons une baisse de la réaction de Maillard. Parce que c'est évident, quand la température augmente, la réaction de Maillard
augmente. Donc, baisse température. Mais il faut noter que la réaction de Maillard peut avoir lieu même à 4 degrés, hein, mais elle est ralentie. Voilà. Maintenant, il y a aussi la température. Vous avez aussi des additifs qui peuvent ralentir la réaction de Maillard. OK, donc on peut donner aussi l'exemple des sulfites qui peuvent aussi inhiber la réaction de Maillard. Donc les sulfites. Monsieur, Oui. vous avez dit l'activité à propos de l'humidité. Vous avez dit à 70 degrés, la réaction de Maillard est inhibée. Non, humidité, ce n'est pas des degrés, humidité, c'est des pourcentages. Donc, quand l'humidité... 70%. Oui, quand l'humidité est supérieure à 70% ou inférieure à 30%, la réaction de Maillard diminue. Donc, la réaction de Maillard, elle est optimale quand l'humidité est comprise entre 70% et entre 30% et 70%. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci. D'accord. Donc, à part ces deux réactions, nous avons aussi la réaction de caramélisation. Donc, qui peut expliquer la réaction de caramélisation? Qu'est-ce que vous avez retenu de la réaction de caramélisation? Monsieur? Oui. Je me rappelle du fait qu'on avait parlé d'une sursaturation par rapport au sucre. Ou plutôt une dégradation. Oui. Une dégradation. Oui. Et je te rappelle. Une dégradation du sucre. Effectivement, en fait, pour la caramélisation, je vais mettre 2. Donc, pour les BNE, il y a la caramélisation. Donc, pour la caramélisation, donc là aussi, c'est un brunissement non enzymatique. Maintenant, pour avoir la caramélisation, il faut la présence de sucre. Maintenant, suite à un chauffage à des températures de 200 degrés Celsius environ, donc les sucres vont d'abord fondre. Les sucres vont fondre et se dégradent. Donc, le sucre va fondre et se dégrade. Maintenant, suite à sa dégradation, il va donner des polymères qui vont après se condenser. Donc, condensation des polymères pour après donner des composés, des caramels, pour après donner des caramels. Donc, maintenant, ce caramel-là, 110% de la proportion non volatile est constitué de DAF. DAF qu'on appelle dianhydrite de fructose. Voilà. Les DAF qui constituent 110% de la fraction non volatile du caramel. Donc 110% caramel, 70% caramel non volatile. Caramel non volatile. DAF, dianhydrite de fructose. Maintenant, donc globalement, c'est ça la réaction de caramélisation qui est accélérée par réaction accélérée par l'acidification. Donc voilà pour la réaction de caramélisation. Ça va? Ça va. OK. Voilà, donc en ajoutant un acide, du citron, des vinaigres, on peut aussi avoir cette réaction de caramélisation. Monsieur, maintenant, oui? Vous avez dit en absence d'azote. Oui. En fait, c'est évident. Si la réaction de Maillard a lieu quand
est accélérée par la chaleur, alors que la réaction de Maillard, c'est une réaction entre un sucre réducteur et un composé azoté. Maintenant, donc dès qu'on a un sucre réducteur et un composé azoté, on a la réaction de Maillard. Ça veut dire que ici, pour la caramélisation, si on a la présence, en plus du sucre, si on a la présence d'azote, il y a une très forte probabilité qu'on a une réaction de Maillard. Donc, la réaction de caramélisation va surtout démarrer quand on n'a plus d'azote, ce qui nous permet d'éviter la réaction de Maillard et de démarrer la réaction de caramélisation. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, il faut me dire. Hein? Monsieur, oui? Par rapport à la réaction de caramélisation, Oui. ce que vous avez dit, donc, c'est que du moment qu'on a du glucose et de l'azote, c'est la réaction de Maillard qui sera privatisée. Mais s'il n'y a pas d'azote, ce sera une réaction de caramélisation. Parce que s'il y a la présence d'azote, de sucre réducteur, d'azote, de sucre réducteur et de la chaleur, qu'est-ce qui va se passer? La réaction de Maillard. Voilà, c'est ça? Si on a de la chaleur, des sucres réducteurs et de l'azote, on a la réaction de Maillard? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur, merci. Ok. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ça va? C'est bon? Ok, Oui, je pense. D'accord, donc je pense qu'on peut avancer. D'accord. Maintenant, il y a aussi la réaction de caramélisation. Ok. Ok, réaction de caramélisation. Ou plutôt d'oxydation. Hein? J'ai été un peu qui par notre assistante là. Oxydation des lipides. Voilà. Donc, l'oxydation des lipides. Ok. Vous savez, il y a des produits qui ne contiennent que des lipides. Malheureusement, mon diapo là, c'est assez bloqué. Je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre. Je pense qu'il faut que je redémarre, mais bon, ça risque de me faire perdre du temps. Il ne reste qu'une seule réaction, c'est l'oxydation des lipides. L'oxydation des lipides, c'est la réaction qui, on peut dire, c'est le facteur limitant de la conservation des lipides. Donc, c'est vraiment la réaction qui constitue le facteur limitant de la conservation des lipides. Donc là, quand on parle de lipides, on veut parler des beurres, n'est-ce pas? Des huiles, hein? Etc. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous chauffez de l'huile, pendant un certain moment, si vous n'arrêtez pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle prend feu. Ça brûle. Ça brûle, mais avant que ça ne brûle, ça ne va pas brûler comme ça. Avant que ça ne brûle, qu'est-ce qui se passe? C'est noirci. Voilà, l'huile change de couleur. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dit aussi. Il n'y a pas de fumée. Si. Voilà. Si. Cette fumée aussi est due à la réaction, à l'oxydation des lipides. Et l'oxydation des lipides, en fait, on l'appelle aussi le rancissement. Le rancissement aussi. Le rancissement. Quand on dit qu'on a un rancissement, c'est parce qu'on a eu une oxydation des lipides et puis à la fin, on a eu la formation une formation de goût amer, ou aussi d'odeur désagréable.
désagréables dues à l'oxydation des lipides. Dû à l'oxydation des lipides. Exemple, on peut donner le poisson séché. Le poisson séché. Vous savez que le poisson séché a quand même une odeur caractéristique. Parce que vous savez, dans le poisson, vous avez beaucoup de graisse. Et cette graisse-là, en s'oxydant, donc c'est un lipide qui va s'oxyder, donc vous allez avoir la formation de molécules, de composés ayant une masse molaire très faible, donc des composés volatiles, très légers, et qui peuvent être sentis par nous même à des quantités très, très, très faibles. Et ces réactions-là proviennent du rancissement, donc de l'oxydation des lipides. C'est bon? Monsieur? Oui? Ces composés-là, ce sont des composés aromatiques, oui? Hein? Très bien, ce sont des composés aromatiques. Il y a beaucoup de composés aromatiques qui sont volatiles et qui sont responsables de ces changements de couleur. Voilà. Maintenant, la réaction d'oxydation. On a dit que c'est pour les lipides, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir que ce sont des réactions qui touchent principalement les acides gras insaturés. Ces réactions touchent principalement les acides gras insaturés. Donc, je vais projeter ici les deux acides gras. Donc, ici, nous avons un acide gras saturé à gauche et à droite, un acide gras insaturé. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre ces deux acides gras-là, saturés et insaturés? Au niveau des liaisons hydrogène. Très bien, très bien. Donc, un acide gras insaturé a au moins une double liaison dans la molécule. Pour un acide gras saturé, on a au moins une double liaison. Alors que pour un acide gras insaturé, plutôt, on n'a jamais de double liaison pour un acide gras saturé. Maintenant, l'oxydation des lipides touche surtout les acides gras insaturés. Touche surtout les acides gras insaturés. Donc, c'est avec les acides gras insaturés qu'on a le plus souvent la réaction d'oxydation des lipides. Ce sont donc des molécules, ces molécules qui sont les plus sensibles à l'oxydation des lipides. Donc ça, il faut le noter. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, oui, monsieur. Voilà. OK. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, vous savez, les lipides, à l'instar des protéines et des sucres, les lipides, ce sont tout simplement des acides gras qui se lient entre eux, n'est-ce pas? Les sucres, ce sont des os qui se lient entre eux. Les protéines, ce sont des acides gras, des acides aminés qui se lient entre eux. Les lipides, ce sont des acides gras qui se lient entre eux. Les protéines, ce sont des acides aminés. Les lipides, ce sont des acides gras qui se lient entre eux. Maintenant, l'oxydation des lipides a surtout lieu chez les acides gras qui sont libres. Donc, acides gras libres. Donc, on a parlé, d'abord, on a les acides gras insaturés. Acides gras insaturés. Maintenant, l'acide gras l'oxydation a surtout lieu avec les acides gras qui sont libres, qui ne sont pas liés entre eux. Si les acides gras ne sont pas liés entre eux, c'est à ce niveau où on a le plus de chances d'avoir une oxydation des lipides. C'est avec les acides gras insaturés qu'on a le plus de chances d'avoir une oxydation des lipides. Donc, plus l'acide gras est insaturé, plus la molécule est sensible de subir une oxydation des lipides. Deuxièmement, plus l'acide gras, si l'acide gras est libre, l'acide gras est plus sensible à subir l'oxydation des lipides. Maintenant, il faudra qu'on précise cela. S'il s'agit d'acide gras saturé,
s'il s'agit d'acide gras saturé, si l'acide gras saturé doit subir une oxydation des lipides, il faut que la température soit supérieure à 60 degrés. Quand la température est inférieure à 60 degrés, on n'a pas d'oxydation pour les acides gras saturés. Contrairement aux acides gras insaturés. Je ne sais pas si vous avez compris. Les acides gras saturés sont moins sensibles à l'oxydation des lipides. Pour qu'ils puissent subir une oxydation des lipides, il faut que la température, donc pour acide gras saturé, 2 points, la température doit être supérieure à 60 degrés Celsius pour une oxydation. Ça va? Maintenant, les acides gras libres sont plus réactifs à l'oxydation des lipides. Voilà. Donc, plus l'acide gras est libre, ça veut dire qu'il n'est, si l'acide gras n'est pas lié à d'autres acides gras, donc là, cette molécule est plus susceptible d'avoir une oxydation des lipides. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'oxydation des lipides? Donc, nous avons plusieurs facteurs. On a déjà cité quelques-uns. On sait que quand l'acide gras est libre, nous avons facilement une oxydation des lipides. Quand l'acide gras est insaturé, nous avons facilement une oxydation des lipides. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Quand nous sommes en présence d'ions métalliques, quand il y a, qu'est-ce qui peut accélérer? Je vais mettre accélération, oxydation des lipides. Donc, ce qui peut accélérer l'oxydation des lipides, donc on peut avoir effectivement donc les acides gras libres, Nous pouvons aussi avoir acide gras insaturé. Bon, bien sûr, il y a la chaleur. Nous avons aussi la présence de métaux. Les métaux, il y a aussi la présence de certains enzymes qui peuvent accélérer l'oxydation des lipides. Vous savez, quand vous achetez des canettes ou les pots de tomates là en conserve, n'est-ce pas? Les canettes, ce sont des emballages faits en métal. Maintenant, ces métaux-là peuvent accélérer l'oxydation des lipides. Et pour éviter cela, vous allez voir, si vous avez bien remarqué, que le métal n'est pas directement en contact avec le produit. Pourquoi? C'est pour éviter une oxydation des lipides. Donc, comment on fait? On met une couleur, plutôt une peinture alimentaire. On met une peinture alimentaire qui va séparer le métal de l'aliment. Vous n'avez jamais vu ces peintures à l'intérieur des boîtes? Si. Hein? Voilà. Ces peintures-là sont, par exemple, dues à des... c'est pour éviter surtout le contact entre le produit et le métal. D'accord? Donc, il y a aussi toujours la chaleur, les métaux, les enzymes. Il y a aussi l'oxygène, évidemment. L'oxygène aussi peut accélérer la réaction d'oxydation. À part l'oxygène, il y a aussi la lumière. Vous ne voyez pas dans les produits qu'on mettra conservés au frais à l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière. C'est parce que la lumière peut accélérer l'oxydation des lipides. La lumière accélère l'oxydation des lipides. Donc, globalement, nous avons des facteurs extérieurs. Les facteurs extérieurs, c'est la chaleur,
c'est l'oxygène, qui est extérieur au produit, quoi, qui ne font pas partie du produit. Et la lumière, d'une part. D'autre part, nous avons des facteurs qu'on appellera des facteurs intrinsèques, donc qui sont dans le produit. Ce sont les acides gras insaturés, qui sont même présents dans le produit. Et ce sont aussi les métaux, les enzymes. Voilà, donc tous ces facteurs-là vont pouvoir accélérer l'oxydation des lipides. Maintenant, on peut aussi ralentir l'oxydation des lipides aussi en utilisant des antioxydants, comme par exemple la vitamine C. La vitamine C est un antioxydant et qui permet de ralentir le brûlisme, l'oxydation des lipides. Voilà. Maintenant, comment l'oxydation des lipides se passe? En fait, nous avons 3 types d'oxydation des lipides que je vais afficher rapidement. Nous avons 3 types d'oxydation des lipides. Donc, nous avons d'abord l'auto-oxydation. L'auto-oxydation, voilà. Donc, l'auto-oxydation qui est un type d'oxydation des lipides. Donc, l'auto-oxydation est surtout due à la température. C'est la température qui va créer l'auto-oxydation. Il y a aussi les ions métalliques qui peuvent aussi créer l'auto-oxydation. Nous avons aussi ce qu'on appelle des radicaux libres qui peuvent aussi créer l'auto-oxydation. Voilà, donc nous avons déjà l'auto-oxydation qui est initiée surtout catalysée par la température. Maintenant, il y a aussi les ions métalliques. On a dit tout à l'heure que les métaux pouvaient accélérer l'auto-oxydation. Nous avons aussi les radicaux libres. Les radicaux libres, en fait, je pense que vous avez fait la chimie atomistique, la chimie structurale. Les radicaux libres, en fait, ce sont des molécules qui sont déficitaires d'un électron. Donc, pour les radicaux libres, il y a un déficit d'électrons sur la molécule. Déficit d'électrons. Maintenant, avec ce déficit d'électrons, la molécule est très instable et peut provoquer une oxydation des lipides. Donc, à part l'auto-oxydation, nous avons aussi la photooxydation. La photooxydation, c'est vraiment facile. C'est une oxydation qui est surtout initiée par la lumière. C'est la raison